Bien, nous allons donc écouter maintenant Daniel Pillet, que je vais présenter rapidement, mais alors peut-être avec une anecdote personnelle. C'est que nous nous sommes rencontrés, je crois, au début des années 2010, lorsque tu t'occupais de l'école des arts politiques à Sciences Po, voilà, où tu étais maître d'œuvre, directrice des études, avec Denis Latour. Et bon, j'ai pu assister à quelques séances, j'ai même pu être invité aussi avec Christophe Hanna pour parler de questions de poésie et de politique. Et dès cette époque, il y avait une réflexion sur le statut de l'art et la possibilité pour l'art de répondre à des problèmes publics et à des commanditaires, en quelque sorte, qui venaient de la société civile. Donc il y avait peut-être déjà à cette époque le souci d'évaluer des pratiques, on va dire, dans des contextes complexes et incertains. Et voir ce que l'art pouvait faire, pouvait aider, voilà, contribuer à construire. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler donc de l'émergence d'un nouveau champ d'études transdisciplinaires qui s'appelle l'Evaluation Studies, qui a commencé il y a quelques années, je crois, et tu vas nous proposer ce qu'on appelle un état de l'art. C'est un grand mot. Bon. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, après effectivement 20 ans de travail dans le champ des arts et des sciences humaines et sociales, je dérape, je fais une thèse. Et comme je suis doctorante, Yves et Nancy m'ont demandé un exercice tout à fait bien pour une doctorante, un exercice bien scolaire, de faire un état de l'art. Alors au départ c'était Evaluation Studies, que j'ai transformé en Valuation Studies pour deux raisons. La première raison, c'est que c'était une manière de restreindre le périmètre, parce qu'en réalité, les Evaluation Studies, c'est un champ immense qui n'existe pas tout à fait en tant que tel, bien qu'il y ait des revues sur les Evaluation Studies, mais c'est un champ vaste parce qu'il y a des, les pratiques d'évaluation existent dans tous les domaines, elles prennent des formes très très différentes selon les champs, selon les domaines d'activité. Et en fait, si on veut vraiment faire un état de l'art des Evaluation Studies, à mon avis, c'est assez complexe dans le sens où ça va d'une part dans une direction plutôt professionnelle que de recherche, bien que les chercheurs ont toujours eu une relation forte à ce domaine de travail. Et puis par ailleurs, il y a tout le champ aussi de la recherche en sciences humaines et sociales qu'on pourrait presque aborder de manière quasiment globale sur les questions d'évaluation. La sociologie, est-ce que c'est pas déjà en soi une discipline qui évalue? Et puis il y a un nombre incalculable de recherches qui se font, qui ne sont pas forcément qualifiées de travail sur l'évaluation, mais qui de fait impliquent des recherches sur les questions de valeur, sur les questions de comment les gens font avec des dispositifs. Donc en fait finalement l'évaluation elle est à peu près partout. Donc en tant que jeune doctorante sur des questions d'évaluation de programmes expérimentaux de recherche et de formation entre art et sciences humaines et sociales, j'essaye de me repérer encore dans ce champ, donc là je vais vous demander très indulgent, ça va être pas du tout un état de l'art parce que je suis noyée dans la masse, et il est extrêmement difficile de se repérer dans cette masse pour la simple raison qu'effectivement comme ça touche tous les domaines, il est très difficile de savoir où on va trouver quelque chose d'intéressant sur la question en elle-même de l'évaluation. Et donc évidemment, je ne vais pas forcément spontanément me dire que de lire un article sur qu'est-ce qu'une bonne tomate va pouvoir m'apporter quelque chose sur la question d'évaluation. Or, en fait, oui. Et donc là, je suis un peu dans la panade pour tout vous dire. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de s'orienter, de trouver les publications qui vont être intéressantes, pertinentes, quand on veut travailler sur le sujet d'évaluation dans un cadre précis qui est le mien, encore une fois, les dispositifs art, et sciences humaines et sociales. Mais bon, donc c'était une manière de restreindre le périmètre. Donc comme je le disais là, juste pour quand même vous dire l'ampleur du champ, c'est qu'il y a une vingtaine de revues répertoriées qui sont des revues plutôt professionnelles, mais encore une fois auxquelles participent aussi un certain nombre de chercheurs, qui sont des revues générales
d'évaluation. Donc il y a le American Journal of Evaluation, Evaluation and Program Planning, New Directions for Evaluation, c'est que anglo-saxon quasiment, de Evaluation Exchange, Practical Assessment, Research and Evaluation, etc., etc. Il y a en plus des revues spécialisées par pays. Et puis derrière tout ça, il y a aussi tout un tas de revues spécialisées par domaine, notamment un des plus gros, c'est le champ de la santé. Alors là, il y a pléthore de revues sur l'évaluation des pratiques cliniques, sur l'évaluation de telle ou telle pratique, de telle théorie, etc. Donc c'est un nombre incalculable quand même de revues. Alors je note quand même juste une revue qui peut nous intéresser, c'est la Research Evaluation, qui est pour le coup une revue vraiment spécialisée sur les questions d'évaluation dans le monde de la recherche, qui existe depuis 91 ans. En gros, toutes ces revues, elles ont vu le jour dans les années, à partir fin des années 70, et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. L'American Journal of Evaluation, qui est la plus grosse revue américaine, elle continue, elle a commencé en 81 et elle continue encore aujourd'hui. Autant vous dire que je n'ai pas vraiment eu ni le courage ni le temps d'éplucher l'ensemble de ces revues. Mais bon, c'est pour vous montrer l'ampleur du phénomène. La deuxième raison pour laquelle j'ai plutôt parlé de valuation studies que d'evaluation studies, c'est parce que l'utilisation du terme, du coup, valuation, je vais revenir sur le terme, qui n'est pas un terme évident en français, donc valuation, que l'utilisation de ce terme est arrivée beaucoup plus récemment en fait dans le champ des sciences humaines et sociales, pour qualifier une série d'approches qui travaillent sur les questions d'évaluation et surtout sur la question des dispositifs d'évaluation, et qui ressentent le besoin et l'urgence pour les sciences humaines et sociales de s'y intéresser. Alors ils utilisent de plus en plus le terme valuation, bien que ce soit encore assez confus et qu'ils semblent utiliser un peu évaluation de manière un peu indissociée. Enfin, c'est pas très clair. Simplement, quand même, il y a l'émergence de ce terme qui n'existait pas avant, qui est un terme d'ailleurs qui n'existe pas vraiment en français, si ce n'est je l'ai découvert et je trouve ça plutôt intéressant en mathématiques. Donc en mathématiques, le terme français de valuation, plus particulièrement en géométrie algébrique et en théorie des nombres, alors je lis parce que moi les maths j'y comprends rien. Une valuation ou valuation de Krull est une mesure de la multiplicité. Je trouve ça plutôt joli par rapport à ce qu'on veut faire de la valuation, c'est intéressant. La notion est une généralisation de la notion de degré ou d'ordre d'annulation d'un polynôme formel en algèbre ou du degré de divisibilité par un nombre premier en théorie des nombres. Donc je trouvais que c'était quand même pas inintéressant par rapport à ce que je vais vous raconter de l'évaluation. Ceci dit, ce terme-là, donc encore une fois, il émerge depuis quelques années, notamment, je pense, mais ça n'est pas explicitement dit par tous les chercheurs qui ont affaire, enfin qui se réapproprient ce terme, mais je suppose que derrière, il y a quand même l'héritage assez fort de John Dewey et de la théorie de l'évaluation, qui lui, donc je le rappelle pour certains, ou je l'informe, je ne sais pas si vous en êtes de vos connaissances, John Dewey a développé une théorie de la valuation qui a été traduite en français dans un livre par la formation des valeurs. Enfin, il y a 4 textes de Dewey qui font partie de ce livre, qui est un très important. Et donc lui, il distingue 3 termes de Dewey. Il distingue, alors je le dis en anglais, parce que du coup, comme la littérature est essentiellement anglophone, je suis désolée, mais moi-même, je me perds dans les traductions de comment on traduit quoi, comment. Donc, John Dewey, lui, distingue 3 termes, valuing, evaluation et valuation. Alors pour lui, valuing, cela signifie priser, tenir pour cher, estimer, admirer, approuver, encourager, défendre, voire être concerné par. Et il parle aussi des de facto valuings, qui sont pour lui les appréciations immédiates. Ensuite, il parle de l'evaluation, qui pour lui est la formation de jugements à partir et à propos de ces de facto valuings. Donc des jugements qui sont évaluatifs, qui appréhendent les événements et les objets en relation avec d'autres événements et d'autres objets. Donc en anglais, on pourrait aussi dire que evaluation c'est plutôt appraising et que valuing c'est plutôt pricing. C'est la distinction qu'il fait. Et la théorie, la valuation pour Dewey, en fait, englobe les 2 précédentes notions et ce sont les appréciations immédiates que constituent les valeurs en tant que fait et les appréciations évaluatives en tant que jugement,
ne constituent pas pour lui deux réalités distinctes, mais sont au contraire étroitement articulées au sein de ce qu'il appelle l'évaluation. Pas l'évaluation, l'évaluation. Et donc, derrière cette question de la valuation pour Dewey, évidemment, se cache la question de l'enquête. Je ne vais pas vous faire un cours sur la théorie de la valuation de Dewey, mais c'était important parce que j'ai l'impression que de manière sous-jacente à l'apparition de ce terme de valuation se cache cet héritage. Parfois il est explicitement formulé, parfois pas, et en même temps je ne vois pas bien d'où ça viendrait d'autre, pour l'instant, dans mes recherches. Donc effectivement, depuis une 10-15 d'années, ça a commencé plutôt à la fin des années 2000, on voit un intérêt croissant pour cette question de la définition possible d'un champ qui s'appellerait Valuation Studies, ou selon les personnes, des Evaluation Studies. On commence à avoir certains états de l'art qui commencent à émerger, mais c'est des états de l'art qui sont assez courts, qui sont en général des introductions à des numéros spéciaux de revues. Donc on voit quand même apparaître depuis la fin des années 2000 des numéros spéciaux de revues sur les questions d'évaluation ou de valuation. Mais là, moi, je vais vous parler de 2 papiers que j'ai lus qui se posent la question du champ d'Evaluation Studies en tant que tel, comme sous-discipline de la sociologie. Donc c'est plutôt en sociologie, pour le moment, que la question se pose de cette manière-là, d'une manière aussi tranchée. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions aussi. Alors je voulais vous parler de 2 papiers. Il y a un papier qui a été écrit par Michèle Lamont, qui est une chercheuse canadienne qui est à l'université d'Harvard et qui s'intéresse beaucoup à ces questions depuis une 15aine d'années, et qui a notamment écrit un livre qui s'appelle How Professors Think, qui est sur les questions d'évaluation de la recherche et de la manière dont les commissions attribuent des bourses ou attribuent des postes à des chercheurs, qui est vraiment une enquête de terrain très concrète sur les dispositifs mis en place de la recherche. Et donc là, elle a écrit un article qui s'appelle Toward a Comparative Sociology of Valuation and Evaluation. Et le deuxième article sur lequel je vais me reposer est un article qui a été écrit par Daniel Sefai, Martin Andres, Stéphane Nicolai et Bénédicte Zimmermann, comme introduction à un numéro spécial de la revue Human Sciences sur la Sociology of Valuation and Evaluation. Donc tous les deux, à leur manière, font un petit peu un bref état de l'art sur cette question. Donc là, d'abord, les questions qui sont sous-jacentes pour les deux. Pour Daniel Sefai, la question est: existe-t-il une sous-discipline telle que la sociologie de l'évaluation et de l'évaluation, ou comment c'est? Existe-t-il un champ de recherche spécifique et un champ d'enquête spécifique portant sur des objets spécifiques? Doit-on y inclure les nombreuses études qualitatives et quantitatives dédiées aux mesures de la performance du marché, de l'efficacité des politiques publiques, du profit des investissements privés, ou de l'identification des bonnes pratiques dans divers domaines, notamment voire le domaine du benchmarking? Alors, il ne va pas vraiment répondre à la question, si ce n'est qu'il pense que ça ne doit pas forcément être une sous-discipline de la sociologie, mais plutôt une question transversale à l'ensemble des sciences humaines et sociales. Et donc plutôt que de considérer la sociologie de l'évaluation et de l'évaluation en tant que sous-discipline de la sociologie, on peut aussi la considérer, dit-il, comme un focus de perspective transversale à toutes les sciences sociales, à partir du moment où ces sciences s'intéressent aux manières qu'ont les acteurs de donner une signification à ce qu'ils font et aux transactions qu'ils opèrent avec les choses et les gens. Et notamment comment les gens organisent ces contextes et font l'expérience des valeurs. Donc, dans ce numéro spécial, j'ai pas lu évidemment tous les articles, mais ils ont invité plusieurs auteurs à travailler depuis leur perspective de pouvoir les amener à penser quels seraient les outils qui nous permettraient de définir un champ de valuation studies transversal aux sciences humaines et sociales.
La complexité ici à nouveau est que dans ces articles, on aborde des sujets ultra différents. Donc c'est très difficile de repérer une cohérence et de tous les lire et de repérer qu'est-ce qui fait lien entre ces papiers et justement quels outils cela peut donner à l'émergence d'un champ comme les evaluation studies. Enfin, c'est assez complexe. Pour Michel Lamont, la question est un petit peu plus... Elle ne s'intéresse pas tellement à la question de savoir si c'est un champ en soi ou pas, mais elle se pose des questions plutôt politiques, militantes, voire militantes. C'est qu'est-ce qui peut être fait pour assurer qu'une large proportion de la population peut être définie comme valuable? Quel type d'institutions et de répertoires culturels peuvent être mis en place pour soutenir l'hétérarchie? Et en fait, elle défend le fait que pour elle, il y a déjà eu un grand nombre d'études de cas sur des dispositifs d'évaluation dans tous les champs, mais que là, elle en appelle à plutôt à un champ d'études comparatives de ces cas pour aller vers un régime d'abstraction plus grand, de comparaison et de du coup pouvoir comparer les dispositifs entre eux et développer une vraie théorie de l'évaluation. Donc ça, c'est plutôt elle son créneau. Alors tous les deux, évidemment, ont pour point commun de rappeler le pourquoi de l'émergence de ce champ, et on a évoqué ce matin pas mal de ces raisons. L'intérêt pour ce champ vient de changements de société actuels, de l'évaluation généralisée, du New Public Management, de l'étude des inégalités et de la méritocratie, etc., donc du contexte dans lequel on est actuellement. Mais également, il part du constat qu'il y a déjà depuis plus que 10-15 ans, un certain nombre d'études dans les sciences humaines et sociales qui s'intéressent aux questions d'évaluation d'une manière ou d'une autre. Michel Lamont, elle repère par exemple au moins déjà 8 types de littérature qui considèrent l'évaluation sous différents angles uniquement au sein de la sociologie. Donc elle rappelle qu'il y a par exemple sous l'influence de Bourdieu, sous l'influence de Bourdieu, la sociologie de la culture a mené des enquêtes sur l'évaluation culturelle de biens symboliques et de pratiques sociales. La sociologie économique analyse comment les marchés produisent la valeur et par quelles procédures les objets deviennent évaluables et traçables sur le marché. Là, Daniel Seyffardt précise que, effectivement, un nombre important de recherches ont été menées en sociologie économique dans les dernières années, qui ont renouvelé profondément l'analyse de l'expérience économique à travers un prisme moral. Et ensuite, Michel Lamont parle de la sociologie de la connaissance et des sciences, qui regarde le déclin et la montée de la réputation intellectuelle et l'institutionnalisation de l'académie depuis un certain nombre d'années. Elle parle aussi de la recherche sur les inégalités, qui regarde de près la distribution des statuts et les définitions concurrentes de la valeur dans les différents groupes sociaux. Elle parle aussi de la psychologie sociale, qui étudie comment l'identité sociale est produite comme valeur. La sociologie des organisations, qui étudie comment l'innovation apparaît et comment elle se généralise, ainsi qu'elle pointe également un nombre croissant de chercheurs en sciences sociales en Europe qui étudient la pluralité des régimes de valeurs. Là, elle se réfère notamment aux études de Luc Boltanski, Laurent Thévenot sur l'économie des grandeurs. Et elle pointe aussi la littérature grandissante aux États-Unis sur les logiques institutionnelles des études des organisations. Donc c'est un peu rébarbatif, je suis désolée, mais c'est encore une fois pour donner l'idée que en fait, tous ces champs-là sont déjà depuis quelques années, sans forcément le nommer comme étant, comme faisant partie de l'Evaluation Studies ou du champ de Valuation Studies, quand bien même de plus en plus de chercheurs depuis un certain nombre d'années dans les différentes disciplines en sciences humaines et sociales, que ce soit en histoire, en sociologie, en anthropologie, en philosophie, etc., s'intéressent aux questions d'évaluation d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, Daniel Seyffardt fait un état d'art un peu plus précis sur l'évolution de ses travaux en France, partant justement de Bourdieu, en passant par Raymond Boudon, en passant ensuite par Luc Boltanski, mais ça va être un peu trop long, donc je passe ça. Il pointe par contre quand même une tendance actuelle et récente importante et qui contribue, je pense, c'est pour ça que j'en parle, parce que je pense que c'est ça qui contribue effectivement à faire en sorte que ce champ d'Evaluation Studies commence à prendre forme, c'est effectivement la résurgence de l'intérêt pour le pragmatisme, dont nous avons une grande représentante dans la salle aujourd'hui, Joël Zask, et que cette résurgence effectivement amène
amène une autre approche de l'évaluation qui est celle donc, de Dewey de la valuation et donc du processus, de l'évaluation comme un processus et comme une pratique sociale. Donc ça, c'était en guise un petit peu d'introduction, mais moi, ce dont je voulais vous parler spécialement aujourd'hui, c'est, puisque je parle des Valuation Studies, eh bien, il y a une revue en particulier qui s'est créée en 2013 qui s'appelle Valuation Studies. Donc je me suis dit que c'était intéressant de regarder un petit peu plus près ce qui se passe dans cette revue, plutôt que de vous faire voilà, une énumération de plein de choses. Donc c'est une revue qui a été créée par deux chercheurs, qui a été créée par Klaus Fredrik Eggerson, qui est professeur de technologie et de changements sociaux à l'université Linköping en Suède, qui vient essentiellement du champ des STS, donc des Science and Technology Studies, et par le chercheur français Fabien Munoza, qui lui est au Centre de sociologie de l'innovation à Paris, et qui travaille beaucoup sur les questions d'évaluation dans les marchés économiques. Donc ces deux chercheurs sont à l'initiative de cette revue, qui a donc débuté en 2013. Alors ma première surprise en regardant de plus près cette revue, c'est qu'effectivement ils maintiennent l'ambiguïté du terme valuation, parce qu'ils ne définissent pas vraiment, et implicitement on a l'impression quand je lis leur papier que pour eux valuation et evaluation c'est pareil. Donc ils ne parlent jamais de cette distinction explicitement que fait Dewey entre les deux. Alors je ne sais pas si ils ont fait ça volontairement ou pas, ça c'est un point d'interrogation que j'ai, et je chercherai à demander à Fabienne pourquoi il en est comme ça. Bien qu'ils définissent quand même leur objet, l'objet de leur journal, qui est l'évaluation, ou la valuation, du coup je ne sais pas comment traduire, parce qu'ils ne le traduisent pas, puisque c'est Valuation Studies. Ils s'intéressent aux évaluations et aux valuations comme pratique sociale. Donc ça c'est vraiment l'objet du journal. Ils essayent, donc ils partent de plusieurs constats, qui sont les mêmes constats qu'on retrouve chez Michel Lamont ou Daniel Seyfal, qu'il est difficile de trouver un champ d'activité aujourd'hui où il n'existe pas de pratiques de valuation et d'évaluation, que ces pratiques d'évaluation et d'évaluation sont le plus souvent performées par des agencements sociotechniques hautement complexes, qui impliquent un grand nombre d'instruments et d'acteurs, qui sont que les produits de l'activité d'évaluation peuvent en réordonner les effets, et que l'évaluation est un sujet abordé dans de nombreuses disciplines, comme je l'ai déjà dit, sociologie, sociologie économique, science studies, management, anthropologie sociale et culturelle, histoire, économie, philosophie, etc. Donc sur ces constats, ils ont créé cette revue avec pour objectif de permettre le débat et le dialogue sur l'activité d'évaluation comme pratique sociale en tant que telle, mais également d'explorer les activités d'évaluation de manière empirique. Ainsi que, voilà, donc ils précisent, parce qu'ils viennent quand même tous les deux du champ des Science and Technology Studies, donc il y a quand même un biais de départ, donc ils précisent qu'effectivement ils vont sans doute s'intéresser beaucoup à ces questions d'évaluation en référence à la valeur dominante économique, mais qu'ils en appellent à ouvrir le champ dans leur journal. Force est de constater, après avoir vu l'ensemble, après avoir un petit peu épluché l'ensemble de la revue, qu'ils ont eu du mal à ouvrir au-delà d'une approche, on va dire, pas forcément une approche purement économique, mais quand même une approche qui va impliquer la question de la valeur comme calcul, ou comme mesure. Alors, pour commencer leur journal, ils ont décidé de faire une petite enquête auprès de leur comité éditorial. Donc, il y a une quinzaine, une vingtaine de personnes dans leur comité éditorial. Ils vont adresser un petit questionnaire à ces personnes. Donc, c'est un protocole assez léger, 3 questions, et dont ils en ont fait la synthèse. C'est sur laquelle je voulais revenir un petit peu avec vous. Si on a, moi, je ne sais pas quelle heure il est. Vous me dites quand ça vous barre. Donc ils ont posé 3 questions. Pourquoi l'étude de l'évaluation comme sujet?
quelles sont les questions spécifiques relatives à l'évaluation les plus urgentes à considérer ou à explorer, et quels sont les sites et les méthodes intéressantes pour étudier l'évaluation. Donc ça, c'est les 3 questions qui ont été soumises à cet ensemble de personnes qui constituent le comité éditorial de la revue. Donc ils ont essayé ensuite d'y répondre. Donc c'est une particularité du journal. Ils ont quand même fait plusieurs fois, plusieurs reprises, dans plusieurs numéros, une expérimentation d'écriture collective, ce qui ne se fait pas forcément spécialement habituellement dans les revues. On peut écrire à plusieurs articles, mais là c'est une enquête au sein de leur propre réseau et une synthèse qui est écrite par 2 personnes à partir de ces réponses et qui est ensuite revue par l'ensemble des participants. Donc il y a quand même un dispositif de coécriture et l'ensemble des personnes ont signé l'article. Alors ça c'est un peu fréquent en sciences dures, mais ça l'est un peu moins quand même en sciences humaines et sociales. Alors, à la première question, pourquoi étudier l'évaluation, les participants à l'enquête ont répondu de 4 manières différentes. D'abord parce que c'est empiriquement pertinent. Les tendances au niveau macro-social, selon eux, soulignent des changements dans des manières dans lesquelles la valeur et les valeurs sont produites et transformées. Bon, sont évoqués, comme on l'a entendu ce matin, des facteurs tels que le néolibéralisme, la montée du nouveau management public, la propagation de la méritocratie, le consumérisme ou les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le domaine le plus évident, effectivement, où on peut observer empiriquement les relations entre évaluation et changement macro-social, est le monde de la finance. Ça, c'est une position incarnée par un des membres qui s'appelle Donald Mackenzie, qui est un chercheur assez important dans le champ de l'économie et de la finance. Mais d'autres membres, dont Emmanuel Didier, dont on a parlé, je crois que c'est Nancy qui en a parlé ce matin, qui travaille sur la notion très intéressante de statactivisme, pointe l'évolution, voire l'extinction du régime bourgeois des valeurs qui change la nature de ce qui est publiquement évalué dans la société. Une autre chercheuse en comptabilité, Eva Skurgen, voit une prolifération de valeurs dans notre société actuelle, provoquant des contestations des modèles dominants d'évaluation. Klaus Heuer évoque le rôle grandissant des systèmes techniques et des métrologies complexes dans la caractérisation des valeurs, notamment dans le champ de la santé, où les systèmes d'information larges et puissants sont utilisés pour définir et mesurer la qualité de la performance des services. Bill Mauer, un autre chercheur, pointe dans le même sens la montée de l'infrastructure des big data qui change le régime et l'architecture de la création et de la circulation de la valeur. Steve Woolgar, qui est chercheur en STS, évoque la prolifération des systèmes de notation web-based pour soutenir l'émancipation et la démocratisation des pratiques dans la réalité. Et Patrick Aspers voit l'érosion des standards traditionnels soutenant l'évaluation et la montée de sphères où les processus d'évaluation tendent à intégrer des dimensions esthétiques. Donc voilà un peu comment ont répondu d'une première manière à cette question l'ensemble des participants. Le deuxième aspect, c'est parce que c'est un challenge théorique. Donc c'est intéressant d'étudier l'évaluation parce que c'est un challenge théorique. Il constate qu'il y a quand même des problèmes avec les approches théoriques dominantes, et pas seulement le modèle dominant économique, mais aussi par certains modèles venant de la sociologie du marketing qu'ils entendent critiquer. Une des chercheuses, par exemple, pointe le paradoxe que les chercheurs et les experts dans divers domaines ont de chercher des outils d'évaluation absolument objectifs et générant la performance, alors que nous sachions pertinemment que les évaluations sont socialement construites. Et donc elle enjoint à une attention accrue aux dynamiques et à la nature processuelle de l'évaluation, en opposition à la conception statique qui considère principalement la mise en œuvre de valeurs déjà existantes. Pour vous donner un exemple. Le troisième aspect, donc pour dire pourquoi c'est intéressant d'étudier l'évaluation, c'est parce que cela nous permet de faire des choses intéressantes et amusantes. C'est une bonne raison. Donc pour eux, de nouvelles approches conceptuelles et analytiques peuvent potentiellement revitaliser l'étude de l'évaluation, par exemple l'exploration de nouvelles alliances possibles entre le pragmatisme et des approches théoriques qui lui sont traditionnellement opposées, comme la sémiotique, la statistique, l'épistémologie ou la phénoménologie. Et enfin, le dernier aspect, qui n'est pas des moindres non plus, c'est parce que nous pouvons améliorer le monde.
En s'amusant. Voilà, en s'amusant. Donc une des chercheuses pointe la connexion directe entre la recherche sur l'évaluation et son application dans le monde politique et ou industriel. Elle dit que l'élaboration de perspectives théoriques et méthodologiques soutenant l'évaluation de projets qui aillent au-delà de l'application des outils économiques traditionnels est un challenge important. Une autre façon d'appréhender l'impact de la recherche sur l'évaluation, c'est d'ouvrir les boîtes noires, pour reprendre les termes de Roland Latour, les boîtes noires de l'évaluation, des dispositifs dont on pense qu'ils sont entendus et acquis et qu'il faut réouvrir. Alors la deuxième question posée, qui est qu'entend-on par évaluation ou évaluation, ils ont répondu pareil, ils ne le citent pas, mais je suppose en héritage de John Dewey, de deux manières. Ils ont pris le terme de value en anglais comme nom, le value comme nom, et le value comme verbe. En ce qui concerne la valeur comme nom, donc le value comme nom, les réponses insistent sur la pluralité des valeurs, par contraste avec la valeur économique dominante, et rappellent la distinction classique entre la valeur comme produit de l'effort d'évaluation d'un individu et les valeurs comme standards, règles, normes ou idéaux qui performent de telles valeurs. Il parle, ce qui est assez drôle, il parle beaucoup de la dominance de la valeur économique comme une fascination et un ennui profond. La fascination de voir comment une pluralité de valeurs peuvent être traduites, alignées et coordonnées dans une valeur, ce qui justifie qu'on s'intéresse à cette valeur économique et qui justifie l'intérêt qu'ils auront pour la valeur économique dans la revue. Mais d'autres réponses sont beaucoup plus critiques vis-à-vis de cette approche et sur cette approche de réduction de la valeur et essayent de revendiquer un intérêt pour des conceptions de la valeur singulier comme valeur d'échange, valeur d'usage, valeur sémantique, etc. En tout cas, ils insistent fortement sur la nécessité de conceptualiser l'existence d'une pluralité des valeurs, d'explorer les aspects de la valeur qui ne sont pas traduisibles en prix. Marion Fourcade, qui est une chercheuse aussi importante dans le domaine, qui s'est beaucoup intéressée, je crois, aussi aux questions de financiarisation, rappelle que le concept d'évaluation est étroitement lié avec le processus d'attribuer une valeur économique à un objet et que par contraste peut-être le thème worth est mieux et plus ouvert que le terme value. Alors la valeur, la value en tant que verbe, donc en français valuer, qui en fait valorise le processus d'évaluation plutôt que la valeur en tant qu'objet en tant que tel. Là, dans les réponses, on trouve des choses assez différentes, comme Lamont qui défend, comme je l'ai déjà dit, une distinction entre valuation, qui est le processus de donner de la valeur, et l'évaluation, qui est le processus de juger. François Vatin, qui a écrit un livre important sur la mesure, qui différencie, lui, l'évaluation comme jugement de valeur et la valorisation comme production de valeur. J'y reviendrai si j'ai le temps. Et Bidet, Alexandra Bidet, qui travaille aussi dans ce domaine, qui pointe la nécessité d'aller au-delà des processus et de tenir compte de la genèse des agencements de régime de valeur. Elle emprunte à la perspective pragmatiste et relie ce processus à l'expérience et à l'enquête sur ce que doivent ou devraient être nos désirs et nos intérêts. Woolgar, par exemple, lui, se demande si l'évaluation a besoin de suivre des règles procédurales pour être efficace. Et qu'est-ce que cela nous fait faire? Et enfin, un autre chercheur souligne comment l'évaluation offre aussi de nouvelles alternatives d'action et permet des chemins dans lesquels les acteurs peuvent créer leurs propres espaces. Finalement, enfin, dans tout ce que je dis, je suis désolée, mais on m'a demandé un état de l'art, donc c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est un peu énumératif, mais je pense que ça recoupe pas mal de choses qui ont été dites ce matin, donc on voit quand même qu'il y a une certaine cohérence finalement entre ce qui se passe dans le champ des sciences humaines et sociales et le projet qu'on entend faire ici. Du coup, qu'est-ce qu'ils privilégieraient, quelles seraient les pistes les plus urgentes à traiter dans cette revue? Pour eux, une des urgences, c'est de traiter des relations entre les différentes formes d'évaluation. J'en ai déjà parlé avec Michel Lamont, donc qui nous enjoint vraiment à développer les études comparatives, qui n'existent effectivement pour le moment pas du tout. Il y a énormément d'études de cas sur voilà, des analyses précis et concrets d'évaluation, mais pour l'instant je n'ai vu moi aucun article qui fasse le rapprochement entre plusieurs
spécifiquement plusieurs dispositifs qui soient dans des domaines différents. Dans un champ particulier, oui, mais dans des domaines différents, de rapprocher ou de comparer des dispositifs qui appartiennent à des domaines différents. J'en ai pas vu, je vois Yves qui boude, mais tu peux me dire si toi tu en connais, moi j'en ai pas vu. Non, donc ça, ce serait une des pistes importantes à développer dans la revue. Les interrelations entre les différentes formes d'évaluation, au-delà de la seule observation des procédures, quand et comment une forme d'évaluation fait place à une autre, comment sont-elles reliées, comment peuvent-elles coexister, quelles relations elles entretiennent avec d'autres formes de coordination, etc. Et quel lien entre valeurs d'usage, valeurs économiques et valeurs sémantiques. Une autre dimension importante à développer dans le journal, selon eux, c'est l'organisation et la dimension technique des procédures d'évaluation. Donc là, c'est vraiment dans l'héritage des sciences, des CS, des Science and Technology Studies. C'est-à-dire comment font les acteurs pour mettre en œuvre des dispositifs, des agencements socio-techniques qui rendent l'évaluation possible, stable, crédible, mesurable et responsable de concurrencer d'autres alternatives. Une autre dimension est la dimension politique de l'évaluation et sa relation à la démocratie. Notamment sur, ils préconisent d'enquêter sur ce à quoi nous tenons, sur nos désirs, sur comment les procédures innovantes d'évaluation permettent aux citoyens de participer aux politiques, permettent de soutenir le développement de formes politiques et ou collectives mal ou sous-représentées, etc. Enfin, dans quel type de situation ils préconisent d'enquêter? Dans des situations, disent-ils, hautement économisées, ou des situations complexes où la question d'évaluation change rapidement, par exemple dans le domaine de l'écologie, dans des situations de construction et de réédification de systèmes d'évaluation, et enfin, notamment les agences de régulation technique et les agences de notation, et enfin dans des situations de changement social. Donc ça, c'est des situations dans lesquelles ils préconisent d'aller. Donc ça, c'était un premier papier qui donnait un peu la mesure du journal, mais aussi la mesure quand même finalement du flou dans lequel ils sont par rapport à la définition de ce qui doit faire partie ou pas des Valuation Studies, sauf que le journal assume complètement le fait d'être... je crois que dans le signe, petit signe de tête qui me dit que... Je finis. Peut-être un petit peu. Je finis. Non, il n'y a pas de souci. Bon, il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire sur cette revue. Il y avait un article de doctorants qui ont fait un workshop et qui répondent à ce papier en critiquant l'approche dominante du journal, l'approche dominante qui provient des STS et qui donc rejoue un peu la dispute, pour ceux qui connaissent, entre le CSI, le Centre de sociologie et d'innovation, et le GSPM, le groupe de sociologie politique de Boltanski. Voilà. Donc il y a un débat qui se rejoue à l'intérieur du journal. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans le journal, ils intègrent et ils assument complètement la dimension polémique et controversée de ce que c'est que ce champ de Valuation Studies, et ils se posent la question tout du long de la revue depuis 2013. Régulièrement, ils font un point de ce qu'on en est, ce qu'on continue, ce qu'on ne continue pas, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça l'est pas. Il y a aussi un papier très intéressant sur la relation des Valuation Studies avec la critique, notamment donc en discussion avec le GSPM, sur est-ce que la critique est un objet en soi, est-ce que, devant le reproche qui est fait au journal de ne pas être assez critique, de ne pas être assez engagé politiquement, alors qu'effectivement l'approche, pour ceux qui le connaissent encore du CSI et des STS, c'est d'être dans une approche symétrique, et donc de ne pas être, pas d'être dans une neutralité, mais dans une approche en tout cas qui permette de donner voix à l'ensemble des acteurs, donc forcément aux acteurs qui seraient dans tous les camps possibles, donc de ne pas forcément partir du présupposé qu'un groupe d'acteurs aurait plus raison qu'un autre. Donc ça, c'est un parti pris méthodologique qui est connu du CSI depuis des années, mais qui a toujours été en controverse avec le GSPM de Boltanski. Donc ces débats se rejouent dans ce journal à la lumière de la question de l'évaluation. Ce que je trouve juste, pour finir, intéressant dans le journal, si vous n'avez pas envie de vous taper tous les articles qui vont de qu'est-ce qu'une bonne tomate au régime d'évaluation de la taxe carbone, enfin ça passe par les sujets les plus divers et variés, de la crise des rennes en Suède, des rennes des animaux. Voilà, donc les sujets sont extrêmement variés, donc voilà. Mais dans les éditos en fait de chaque, dans les éditos de chaque journal, les deux rédacteurs en chef essayent toujours de montrer ou de développer des pistes qui pourraient être intéressantes, et je voudrais juste en citer une, si j'ai encore 2 minutes, qui fait référence, je pense, de manière intéressante à ce qu'on veut faire avec le projet
ici de notation. C'est Fabien Nuneza et Claes Frederica de Wilson qui disent que la fabrication d'évaluation n'est pas seulement une activité chérie par les académiques, mais c'est également une performance et un spectacle public. Alors ils disent que parler de spectacle peut sembler diffamatoire, surtout si on se réfère à Debord et à la société du spectacle, mais on peut aussi le voir de manière plus positive si on met l'accent sur l'enthousiasme collectif au sujet d'une performance mémorable. Et que l'évaluation n'est donc pas seulement ce que l'on fait, mais également quelque chose qu'on regarde comme un spectacle. Et là, il se réfère notamment à la télévision et à des émissions que je ne connaissais pas, notamment l'émission qui s'appelle Antiques Roadshow. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, qui a apparemment une émission qui évalue des objets antiques et qui, du coup, montre les multiples facettes de l'évaluation d'objets, de l'authenticité, la curiosité, la valeur marchande, etc. Et c'est une émission qui existe depuis les années 70 en Angleterre et qui a généré d'autres émissions aux Pays-Bas, en Suède, etc. Et il parle aussi d'une émission qui s'appelle Dragon Den, qui dramatise la rencontre entre un entrepreneur et un financier, et qui donc montre la décision d'investissement en live. Et donc, il pense que c'est un champ intéressant pour l'Evaluation Studies que de s'intéresser à ces émissions qui nous montrent vraiment différentes manières dont l'évaluation publique peut être performée, incluant des dispositifs de regard, d'écoute, de goût, de sentir, de toucher, et montre aussi différentes pratiques qui peuvent être utilisées dans la phase de délibération, comme le débat, l'hésitation, la comparaison, le classement, la quantification, le rangement, etc. Et il trouve que c'est aussi intéressant de voir comment ces pratiques sont organisées, comment elles composent les jurys, etc. Et ils font un parallèle avec un autre endroit de spectacle qui est les séances traditionnelles de vente aux enchères anglaises, qui pour lui est aussi une forme qui pour eux sont aussi une forme de performance et qui nous fait dire que, enfin leur fait dire que ce parallèle met en exergue pour eux le fait que le désir de regarder ces spectacles tient sans doute davantage dans le fait d'être témoin de procédures habituellement cachées, de telles performances et des valeurs qu'elles véhiculent, que dans les résultats des évaluations en elles-mêmes. Donc ce qui intéresse, c'est pas tant les résultats que la performance en tant que telle, de rendre public des opérations qui sont habituellement cachées. En cela, pour finir, ils font un parallèle quand même avec la performance de l'évaluation de la recherche, qui du coup peut être aussi vue comme une performance, quand on voit ce que c'est, et les chercheurs le savent, d'ailleurs on aurait pu aller regarder ce qui se passe à côté, parce que j'ai eu une tentation, une envie d'aller voir ce qui se passait dans la salle d'à côté, où ils sont en train de faire une évaluation HCERS, donc le Haut Conseil, je vous dis Haut Conseil aux études, enfin qui est le conseil de contrôle et d'évaluation de la recherche. Et qui en fait est effectivement un vrai exercice de représentation. Remplir un dossier pour l'HCERS quand on est un laboratoire, un chercheur, c'est un vrai exercice de représentation qui prend du temps loin des choses réelles, qui requiert un budget, etc. Mais en même temps, Fabienne finit par dire qu'il ne serait pas très juste de dire que nous ne prenons pas un certain plaisir à ces évaluations académiques. Voilà, donc je voulais juste faire cette petite... Donc voilà, ce qui est agréable dans ce journal, c'est aussi que dans les éditos, voilà, ils essayent d'ouvrir un petit peu les pistes d'exploration possibles pour les Evaluation Studies. Voilà, je voulais faire, mais j'ai pas du tout un détour par le champ de la santé, parce que c'est un champ sur lequel je travaille particulièrement, mais peut-être cet après-midi, je pourrais en parler. Merci. Alors, comme je ne suis pas maître du temps, je m'en réfère à Nancy. Est-ce qu'on fait parler... Je suis désolée parce qu'on a pris un peu de retard et en fait... il y a encore une autre intervention. Alors, il y a encore une intervention, oui. Moi je croyais que je clôturais la matinée. Moi. Est-ce qu'on réserve les questions après la dernière intervention? Donc, je ne sais même pas si il y a des questions parce que c'était un peu un constat. Je ne sais pas si c'est éclairant. J'en ai une sur savoir sur le fait s'il y a des auto-ethnographies, des articles ou des écrivains, en quelque sorte, de cette revue, qui sont eux-mêmes dans un monde académique où ils ne cessent d'être évalués et évaluants. Oui. Donc est-ce qu'il y a cette dimension réflexive qui est présente D'accord. Cette dimension est présente dans le journal. Et il y a aussi des papiers qui parlent maintenant aussi d'un nouveau concept de ethno-accounting, qui est un peu différent, ceci dit. C'est à la fois de la réflexivité, mais c'est l'engagement, ça c'est plutôt en anthropologie. Voilà. D'accord. Et la revue elle-même est
soumise à des critères académiques. La revue se soumet elle-même aux critères d'évaluation. Donc il y a double lecture, rapporteur. Oui, tout à fait. Ouais. Ils se soumettent, ils ont décidé, ça c'est expliqué aussi dans l'introduction, ils se soumettent au régime d'évaluation de la recherche. C'est-à-dire qu'ils n'inventent pas en quelque sorte d'autres dispositifs d'évaluation que ceux déjà pérennisés dans la recherche et les revues de catégorie A. D'accord. Bon, ça peut être aussi quelque chose une limite qu'on peut pointer. Il y a de nombreux papiers dans la revue sur la question de l'évaluation dans la recherche, sur les peer reviews, sur le fonctionnement, sur les nouvelles technologies justement d'évaluation, mais eux-mêmes, effectivement, ne le mettent pas en œuvre. Peut-être on repousse les questions après la dernière intervention. Voilà.